messieurs et mesdames modérateurs de séance. Je suis ravie de participer à cette séance. Et tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique de l'ASTEMERA pour le choix de ce thème. Tabac et poumons, vraiment, le tabac, c'est un facteur de risque, soit de survenue, soit au moins d'aggravant de quasiment toutes les pathologies respiratoires que nous prenons en charge. Et donc, vraiment, c'est important avec l'émergence des nouvelles formes de tabac que les pneumologues aient vraiment une position par rapport aux moyens à ces nouvelles formes et pour renforcer en fait nos moyens pour la lutte anti-tabac. Donc ma présentation porte sur la dépendance tabagique, une présentation que j'ai faite il y a déjà 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas, mais ça veut dire que vraiment les pneumologues, depuis le tout début de leur carrière, donc on ne cesse que de travailler dans la lutte anti-tabac. Donc la dépendance, moyens et mode d'évaluation. Bon, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec ma présentation. Alors comme ça a été dit par professeur Farfer tout à l'heure, le tabac, c'est vraiment une véritable épidémie mondiale. Le tabac, c'est un facteur de risque lourd de conséquences en termes de morbimortalité à l'échelle mondiale, puisqu'il est à l'origine des 6 premières causes de maladies mortelles de par le monde. Et d'ici 2030, l'OMS prévoit 8 millions de décès par an liés au tabac. Et c'est dommage parce que c'est des décès évitables si on ne fume pas. Donc le tabac, c'est vraiment un vrai problème de santé publique qui touche en fait dans le profil et est en train d'être modifié au fil des années avec une prédominance nette chez les femmes et chez les sujets de plus en plus jeunes. Alors l'arrêt du tabac offre des bénéfices importants sur la santé, des bénéfices qui sont très précoces juste après l'arrêt donc du tabagisme. Et ce bénéfice, en fait, d'autant plus important que l'arrêt soit précoce. Et surtout, il dépasse la santé de l'ex-fumeur lui-même pour avoir un bénéfice également sur l'entourage de l'ex-fumeur, c'est-à-dire les enfants particulièrement qui vivent avec le fumeur, tout l'environnement. Et on sait tous que le tabac, c'est un facteur donc, de pollution de l'environnement. Donc tout le monde, en fait, cette toxicité liée au tabac et ses conséquences ne sont plus à démontrer actuellement. Ils sont connus par tout le monde, que ce soit le professionnel de santé que par la population générale. Et pourtant, les gens continuent à fumer. Et 50% des patients qui font un infarctus du myocarde continuent à fumer, 22% après une chirurgie artérielle. Et puis les chiffres montrent, c'est effrayant ce qu'a présenté le professeur Farfer tout à l'heure, la consommation globale de tabac est en augmentation croissance. Tout ceci pourquoi? Eh bien tout ceci parce qu'il y a cette notion de dépendance au tabac qui touche à peu près un quart de la population mondiale. Alors c'est quoi la dépendance tabagique? Il y a une classification en fait, internationale des maladies dans sa dernière version de 2014, la CIM-10, qui définit cette dépendance tabagique par 7 critères. Et il suffit d'avoir au moins 3 de ces critères sur 12 mois pour que la personne soit donc dépendante au tabac. Donc ces critères sont la forte envie, en fait, ce désir impérieux donc, de consommer le tabac, ce qu'on appelle en anglais le craving, la perte de contrôle sur la consommation et les tentatives infructueuses, le souhait permanent de réduire ou de contrôler sa consommation tabagique, l'existence des symptômes de manque physique lors de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de tabac, le développement d'une tolérance, l'abandon des centres d'intérêt et le maintien de la consommation malgré la connaissance ou la survenue de méfaits du tabac. Alors, comment se crée la dépendance? Comment d'un fumeur qui fait un acte donc volontaire, ça devient fumer un acte involontaire, c'est-à-dire devient dépendant. Certes, ce complexe tabagique est très complexe et multifactoriel. Il y a des facteurs familiaux, il y a le facteur socio-culturel. Le tabac, il est accepté par la population, ce n'est pas comme la cocaïne ou les autres addictions. Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux. Un adolescent qui vit dans un entourage de parents fumeurs, donc c'est accepté et c'est normal pour lui. Il y a également des facteurs
génétique. Il y a eu des gènes qui ont été mis en évidence et qui sont associés à cette dépendance. Des gènes impliqués soit dans le métabolisme de la nicotine, soit pour les récepteurs de cette nicotine. Il y a eu par exemple la mutation du gène de la sous-unité alpha sur un locus du chromosome 15 qui, dans l'existence, multiplie par 2 le risque donc, de dépendance au tabac chez les porteurs homozygotes. Il y a également des gènes qui interviennent dans la régulation de la fonction dopaminergique ou les transporteurs de la dopamine. Et la dopamine, on va voir que c'est vraiment l'hormone de plaisir et une grande partie de la dépendance dépend de la sécrétion de cette hormone. À cause de tous ces facteurs-là, il y a un facteur important qui est la nicotine, un facteur pharmacologique. La nicotine qui fait partie des plus de 4000 composants de la cigarette et qui va donner ce qu'on appelle la dépendance physique ou pharmacologique. Alors, il faut dire que cette dépendance, elle ne concerne pas tous les fumeurs. Pourtant, la nicotine existe dans la cigarette. Et elle s'installe après plusieurs années donc, de tabagisme. Elle n'est pas très précoce. Alors, cette nicotine, qui est rapidement absorbée, vu sa particularité d'être hydrosoluble et lipophile, va atteindre en fait rapidement le système nerveux lorsqu'elle est prise de façon fumée, donc inhalée. C'est une base principale de la dépendance liée à cette nicotine. Donc, en moins de 6 secondes, la nicotine inhalée va atteindre le système limbique. C'est une zone particulière du système nerveux, c'est la zone de récompense. Elle va se fixer sur des récepteurs au niveau de cette zone-là. C'est des récepteurs dits cholinergiques, nicotiniques, qui normalement ils fixent l'acétylcholine. Et la nicotine, elle a une structure comparable à celle de l'acétylcholine. Donc, en se fixant sur ces récepteurs, elle va dépolariser donc, la membrane et elle va induire la libération au niveau de cette zone donc, de récompense, la dopamine, qui va stimuler dans le système mésocorticolimbique la libération d'autres neurotransmetteurs, sérotonine, adrénaline, noradrénaline, pour induire des effets psychoaffectifs, soit sensation de bien-être, le plaisir, détente, augmentation de la concentration. Tout ceci, en fait, le fumeur va reprendre la prise de la cigarette pour sentir ses effets psychoaffectifs et c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Alors, cette nicotine, lorsqu'elle est ce renforcement positif, en fait, est lié à un effet, ce qu'on appelle l'effet shoot. Parce que la nicotine, lorsqu'elle est utilisée par voie inhalée, elle va atteindre rapidement le système nerveux, on a dit en moins de 6 secondes, et ça va donner donc ce renforcement positif. La nicotine, par exemple, donnée par les substituts nicotiniques, patch ou autres, la libération, elle est très lente. Et donc, elle ne va pas donner ce pic plasmatique comme le cas pour la cigarette. Donc, le fait de donner la nicotine par les substituts, il n'y a pas un risque de dépendance. Ce n'est pas comme la nicotine prise par la cigarette. C'est important à nous, pneumologues, de savoir ces différences parce qu'il y a eu des pneumologues qui pensaient que même les substituts nicotiniques peuvent donner une dépendance. Or, on a bien démontré que ce n'est pas le cas. Alors, ce renforcement positif peut être primaire, donc lié à la nicotine, comme on a vu, l'effet shoot, mais il y a également les autres facteurs associés. La constitution déjà de la fumée. Il y a également le comportement associé à l'acte de fumer. Tout ceci vont renforcer ce renforcement positif et amener le fumeur à reprendre la prise de la cigarette. Alors, les autres bases également de la dépendance à la nicotine, c'est la demi-vie courte déjà de la nicotine. La demi-vie ne dépasse pas les 3 heures et donc il y a un seuil auquel le fumeur doit être toujours constant et si le taux sanguin donc de la nicotine va être au-dessous de ce seuil-là, il va y avoir le déclenchement donc du réflexe de demander une nouvelle dose de charge de nicotine. Et donc, il va y avoir à chaque prise de cigarette une augmentation du nombre de récepteurs. C'est ce qu'on appelle la régulation. Et ce qui est intéressant aussi à connaître, c'est qu'à chaque prise de cigarette, au fur et à mesure que la personne fume, le seuil pour lequel le patient va avoir ce besoin donc, de fumer va diminuer. Et donc, ce seuil-là, en fait, c'est très important parce qu'il est inscrit dans la mémoire du fumeur.
Et il est propre pour chaque fumeur. Et il persiste même des années après l'arrêt. Donc, lors de la reprise, après plusieurs années d'arrêt du tabac, ben, le fumeur, ça va réavivre en fait la mémoire neuronale et le fumeur va reprendre son seuil déjà connu auparavant. Alors, il y a également, et cette abrégulation, en fait, c'est elle qui va être à la base de cette dépendance physique qui se traduit par cette sensation de manque lorsqu'il n'y a pas donc assez de nicotine, donc lorsque la personne ne fume pas. Alors, il y a également un autre facteur important dans cette dépendance nicotinique, c'est la désensibilisation des récepteurs. C'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que le fumeur, au fur et à mesure qu'il fume, il est obligé d'augmenter le nombre de doses, le nombre de prises, parce que la dose ancienne ne va plus suffire pour stimuler ces récepteurs. Et c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif, c'est-à-dire il va fumer pour ne pas sentir les effets donc, du syndrome de manque. Alors, si la dépendance nicotinique expliquerait cette dépendance au tabac, donc les substituts nicotiniques auraient résolu le problème et tous les fumeurs auraient arrêté donc, le tabac. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est très complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'autres types de dépendances qui interviennent, notamment la dépendance comportementale et la dépendance physique. Et c'est très important de connaître les différents types de dépendance que présente le fumeur afin de les considérer dans notre projet donc, de prise en charge dans l'aide de sevrage tabagique et proposer les moyens convenables afin de réussir l'arrêt du tabac. C'est quoi la dépendance comportementale, appelée également dépendance environnementale? Là aussi, elle ne concerne pas tous les fumeurs. C'est une dépendance qui est liée à la prise, l'association de la prise de la cigarette avec certaines circonstances, que ce soit positives ou négatives, certains endroits ou également certaines personnes. Donc, c'est lié à la pression sociale et à la convivialité, par exemple, s'habituer à prendre une cigarette donc, au cours d'une soirée avec des amis, par exemple. Donc, ça va créer des réflexes conditionnés par des situations ou des personnes ou des lieux particuliers. Donc, c'est un conditionnement comportemental qui va être encore renforcé par l'effet shoot. Et donc, c'est des comportements automatiques. Il va se mettre dans cette circonstance, donc il va associer obligatoirement la prise de cigarettes. C'est des réflexes conditionnés qui vont donc être créés au fur et à mesure. Et dans le tabacologue, ici, doit les détecter afin de proposer donc des moyens pour lutter contre ces conditionnements. Il doit, avec le patient, trouver des gestes de substitution pour remplacer ces conditionnements. Par exemple, le fait de prendre une cigarette avec un café, remplacer le café par le thé, par exemple. Ça, c'est un exemple. Alors, également, par exemple, pour ce qu'on peut proposer en cas de dépendance comportementale prédominante chez un fumeur, de trouver des stratégies d'adaptation dans les situations à risque, c'est-à-dire le fait d'être avec des collègues et prendre toujours la cigarette, donc trouver comment être avec eux et non pas consommer la cigarette. On travaille pour ceci en augmentant la confiance du fumeur en lui-même à atteindre vraiment ses objectifs, c'est-à-dire même s'il va se mettre dans la même situation, il doit avoir la confiance en lui-même pour ne pas prendre la cigarette dans ces circonstances-là. Également pour la dépendance gestuelle, on peut céder des formes orales ou des formes inhalées des substituts nicotiniques, également des gestes de substitution. Le troisième type de dépendance, c'est la dépendance psychologique. Celle-ci, elle est constante. Elle concerne tous les fumeurs et elle est très précoce. Dès les premières cigarettes, heureusement qu'elle est variable d'une personne à une autre. Et cette dépendance psychologique, en fait, c'est pas prendre une cigarette dans des circonstances, au contraire prendre une cigarette pour sentir en fait les effets psychoaffectifs, c'est-à-dire pour sentir des émotions, pour être en des situations de détente ou bien de bien-être, pour lutter contre un stress,
pour augmenter une concentration ou pour un effet anorexigène. Donc c'est un conditionnement là aussi, mais c'est un conditionnement psychologique. La dépendance psychologique peut prendre des mois pour disparaître au cours d'une prise en charge d'aide de sevrage tabagique et souvent c'est la cause de l'échec du sevrage tabagique. Pour ces fumeurs, dans la dépendance psychologique, la cigarette, c'est un véritable compagnon. Donc là, dans l'aide de sevrage tabagique, on doit essayer de trouver des remèdes à l'angoisse de la personne ou à ces émotions qu'il veut sentir par les cigarettes ou à maintenir un niveau d'éveil acceptable sans utiliser le tabac. Autrement dit, on essaie de réapprendre le fumeur à vivre sans tabac. Et pour ceci, ce n'est pas les substituts nicotiniques seuls qui vont faire ça. Il y a la thérapie cognitive, la thérapie comportementale. On essaie de gérer le stress, d'augmenter l'affirmation du soi, les techniques de relaxation. On peut également céder des nicotines en spray ou en gomme. Donc, c'est les doses qu'on peut associer donc, aux substituts nicotiniques classiques. La varénicline semble également améliorer la dépendance psychologique. Et on peut, bien sûr, pour certains patients, associer des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Alors, quand vous avez vu toutes ces dépendances et l'origine multifactorielle de la dépendance au tabac, devenir un ex-fumeur, c'est difficile. Ce n'est pas une mission facile, mais c'est possible. Et les résultats des études publiées montrent que si le fumeur arrête seul, eh bien, le succès de maintenir cet arrêt ne dépasse pas les 10%. Mais lorsqu'il fait l'arrêt avec l'aide d'un professionnel de santé, les chances d'arrêter dépassent les 30%. D'où la nécessité vraiment d'être accompagné dans ce projet d'arrêt du tabac. Toutefois, les fumeurs ne demandent pas cette aide. 30% uniquement le demandent et c'est à nous, tout professionnel de santé, pas uniquement les pneumologues, tout le monde doit essayer de renforcer la motivation du fumeur pour qu'il demande l'aide d'arrêt. Et donc, une fois arrivé à cette consultation d'aide de sevrage tabagique, la première étape, c'est d'essayer de repérer les obstacles à l'arrêt du tabac. Et donc, tout d'abord, évaluer la motivation, parce que s'il n'est pas motivé, c'est une cause majeure d'échec et nous disposons de questionnaires pour évaluer la motivation. Il faut évaluer le profil anxio-dépressif du patient. Des fois, le fumeur doit être pris en charge soit initialement par un psychologue ou un psychiatre ou parallèlement par un psychologue ou un psychiatre. Chercher d'autres addictions, ça c'est très important parce que souvent la prise de cigarette est associée à un autre type d'addiction, l'alcool ou autre. Et d'ailleurs, c'est des causes d'échec et de récidive si on n'agit pas sur l'autre addiction. Il y a également des facteurs de mauvais pronostics, notamment l'âge. Les adolescents, c'est des facteurs vraiment, l'adolescence c'est un facteur d'échec de sevrage tabagique. Le sujet, l'âge avancé, là nous avons fait dans le service une étude qu'on a publiée en 2016. On a trouvé que sur vraiment plusieurs consultations, c'était toute la région du Grand Tunis, que les sujets âgés avaient moins de chances d'arrêter, 21% contre 35%, mais quand même, c'est des sujets chez qui on peut arriver à les faire convaincre d'arrêter. 21%, c'est pas négligeable. Donc, il faut penser à l'aide de sevrage tabagique, quel que soit l'âge de la personne. Les femmes aussi, c'est plus difficile d'arriver à arrêter par rapport aux hommes. Il y a le niveau intellectuel, le stress professionnel, le fait d'avoir un conjoint ou bien un parent fumeur, c'est un facteur également, c'est un obstacle à l'arrêt. L'importance du syndrome de sevrage, il faut le détecter, il faut l'évaluer lors d'une consultation d'aide de sevrage tabagique parce que il faut prévoir donc des moyens pour lutter contre ce syndrome, pour arriver donc à l'arrêt. Et puis, il faut évaluer le type de dépendance et la sévérité de cette dépendance afin d'adapter le moyen d'aide de sevrage tabagique. Et pour évaluer cette dépendance, ça dépend du type. Donc, pour la dépendance physique qui est liée à la nicotine, donc il y a plusieurs tests. Pour la dépendance comportementale et psychique, il y a d'autres également, on va les voir. Je commence par la dépendance physique. Il y a le test de Fagenström. C'est un test qui a été mis au point en 1991, validé.
C'est un test qui est corrélé en fait au taux de CO expiré. Et malgré toutes ces limites, c'est un test qui est très pratiqué en courant. Pourquoi? Parce que c'est un test facile à faire. Et il y a un test qui a été mis en place et qui découle en fait de ce test de Fagenström, c'est le test Heaviness of Smoking Index, c'est un index de tabagisme qui inclut uniquement les deux premières questions de Fagenström. C'est quelle est la première cigarette fumée après le réveil et la quantité fumée par jour. C'est vraiment, et en fonction donc du chiffre qu'on va trouver, le patient sera coté comme dépendant physique ou pas et la sévérité de cette dépendance. Alors également, nous avons un autre score intéressant également à étudier, c'est la cigarette dependence scale avec 5 ou 12 items. C'est un questionnaire qui permet d'évaluer l'importance des symptômes de sevrage. C'est très important. C'est très important vraiment dans une consultation d'aide d'évaluer les symptômes de sevrage parce que c'est la cause majeure d'échec chez ces patients-là. Et puis, chez les adolescents, il y a un test spécifique, c'est le test HONK, qui est mis en place initialement pour les adolescents, mais actuellement, il est validé également chez l'adulte. Il permet... Pardon, ça y est, comment? Et qui fait donc évaluer, qui témoigne en fait du degré de dépendance donc, et le risque d'échec de l'arrêt du tabac chez ces personnes. Le test de Hone, c'est un test validé pour la dépendance psychique et il va évaluer ces différents donc, paramètres au-delà de 10. On parle de dépendance psychique et surtout c'est un test qui permet de cibler sur quoi on va travailler dans la thérapie cognitive ou comportementale. Ça c'est le test, le questionnaire pour la dépendance comportementale, le questionnaire de Glover-Nelson, facile à faire, il n'est pas très lent, 11 items. Là aussi il témoigne de la dépendance comportementale. Et actuellement en cours, nous sommes en train de faire un travail à l'Ariana en utilisant pour étudier ces types de dépendance et leur impact sur l'aide de sevrage, sur le succès de sevrage tabagique. Vous voyez, 28% de nos patients à l'Ariana ont une dépendance comportementale et 58% ils ont une dépendance nicotinique et les résultats préliminaires, donc les résultats sont en cours. Donc en conclusion, le tabagisme, c'est un comportement complexe et multifactoriel. Il y a plusieurs composants qui interviennent. Il y a la nicotine, cette substance qui induit des effets psychoaffectifs qui vont agir via la dopamine sur donc, le système de récompense. Il y a le contexte environnemental dans lequel est utilisée la cigarette et à l'origine donc de cette dépendance comportementale. Et il y a la vulnérabilité propre du fumeur avec sa prédisposition psychologique, génétique, voire acquise. Ces différents types de dépendance doivent être bien repérés et afin d'adapter les moyens d'aide de sevrage tabagique et proposer soit essentiellement des moyens pharmacologiques pour agir sur ce cerveau volontaire ou au contraire proposer des moyens non pharmacologiques afin d'agir sur le cerveau involontaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Maaj, pour la clarté de votre exposé et pour cette belle revue sur les bases neurobiologiques, sur les mécanismes de la dépendance tabagique. En effet, proposer des solutions à nos fumeurs revient à comprendre les mécanismes de cette dépendance et à bien évaluer cette dépendance. Et maintenant, on va passer à la discussion. Merci beaucoup. Donc, les questions pour la salle. S'il y a des questions pour les trois communications, la première, l'état des lieux, la deuxième, celle de Madame Besma, et celle qu'on vient d'écouter maintenant. Professeur Maaj, question ou la réponse? Pour la première, d'accord, ok. Merci. En fait, je voulais poser, si Farfer, donc, est-ce qu'il y a eu des études en Tunisie qui ont évalué le profil déjà des fumeurs, c'est-à-dire la classe sociale, les régions? C'est important comme ça pour
déjà guider en fait les populations à cibler dans notre programme de lutte anti-tabac, parce que c'est vrai, il faut essayer de cibler tout le monde, mais pour vraiment l'efficacité de notre action, hein, on doit viser vraiment les populations les plus à risque. Donc, est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens, Fitouns? Micro. Voilà. Merci pour la question qui est pertinente. C'est l'étude de 96. C'est une ancienne étude maintenant, mais c'est presque la seule. Bon, il y a... Voilà. Donc, l'étude de 96, elle a montré que le tabagisme est plus fréquent chez les sujets de bas niveau socio-économique et culturel. Ok. Et que c'est plus fréquent en milieu rural. Les études aussi dans les régions, bon, c'est surtout la région de Sousse où il y a eu le plus d'études. Elle a montré que le tabagisme chez les femmes est moins fréquent que le chiffre national de 96. Mais le problème au niveau de l'épidémiologie du tabagisme en Tunisie reste la prévalence tabagique chez les femmes. On ne sait pas pourquoi, lorsqu'on voit dans notre environnement, on voit que le tabagisme augmente chez les femmes, et les chiffres, en particulier les chiffres de 2019. 2019, à l'INSP, on a trouvé un chiffre bas. Peut-être que c'est la stigmatisation, mais la stigmatisation n'explique pas tout, parce qu'en 96, 5,6% était plus élevé. On ne sait pas pourquoi elle a été de 2,4% à l'échelle nationale, d'après l'étude de 2019. Voilà. Merci. Alors, docteur Jalloul, puis docteur Bouzaïen. Bien, là, c'était la première communication que je vais m'adresser. Il y a un mot qui m'a interpellé, le mot agressif. Le mot, la première, l'introduction. Oui. Les compagnies de tabac qui sont très agressives, mais nous, est-ce qu'on est aussi agressifs? Oui. C'est vrai, ils nous aident un petit peu d'une manière assez hypocrite pour changer et gagner un peu plus. Tout à fait. Alors c'est ça la question, est-ce qu'on est assez agressif? À partir du moment qu'on fume dans les lieux sains, les hôpitaux, les services, où c'est interdit, comment pourrons-nous lutter contre le tabac si on n'applique pas la loi, même dans notre méthode de sevrage? Il m'est arrivé une fois, j'étais interviewé pour parler du tabac, etc. Et j'ai parlé du tabagisme de la femme enceinte. Et j'ai expliqué que les produits toxiques passaient à travers le placenta et intoxiquaient le fœtus. Et là, je dis, la femme qui fume, pour moi, c'est une criminelle. Et ce mot criminel a soulevé des hurlements, etc. Donc voilà, il faut être un petit peu plus agressif, et que, nos méthodes un petit peu douces, etc. Voilà. Docteur Bouzaïen. Bon, je vais profiter pour répondre à Sidarfous Réponse et question. Et puis poser la mienne. Bah, effectivement, si j'ai utilisé le mot agressif pour l'industrie du tabac, parce que oui, c'est ce que j'ai dit après, on se doit d'être plus agressif et changer complètement d'attitude et ne pas être confiné à notre rôle de médecin. Et justement, c'est ce qui m'amène à poser ma question à Basma et peut-être à toute la salle. C'est que l'industrie du tabac a compris que ce qui faisait de nous notre force et notre point de faiblesse. On est des médecins et on travaille énormément avec l'evidence-based medicine. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'industrie du tabac au fil des années? Chaque fois, elle change un petit quelque chose dans la forme de fumée ou de la cigarette, soi-disant pour s'adapter, et elle prend tout le temps pour que nous, on arrive à trouver la preuve que ce qu'elle a changé ne change pas vraiment grand-chose, avec que ce soit la forme du tabac, le rajout du filtre, la cigarette légère, maintenant le tabac à chauffer. Et nous, entre-temps, on est en train d'attendre les études qui, pour la plupart, sont financées par l'industrie du tabac, donc il y a un conflit d'intérêts, pour statuer à la fin, ah, tiens, la cigarette légère, elle est aussi nocive, si ce n'est plus que la cigarette normale. Et puis ça va être la même chose avec le tabac à chauffer. Est-il temps que, pour cette lutte, on rajoute à notre casquette de médecin une autre casquette, comme l'a dit très bien Sidarfous, plus agressif, plus globale,
et quand on se dit clair et net, non à toute forme de tabac. L'humanité a existé pendant des milliers d'années sans le tabac. Elle existera probablement dans peu de temps sans le tabac. Pourquoi avons-nous besoin de certaines formes ou moins nocifs, plus nocifs? Il faut que ce débat cesse complètement. Donc ma question, est-il temps que, sans attendre, soi-disant, ces études, sans rentrer dans ce tourner-manège avec l'industrie du tabac, de statuer clairement non au tabac? Juste un petit mot pour voir ce qui s'est passé il y a à peine un mois avec la Grande-Bretagne, qui était pour la Harm Reduction, qui a encouragé la cigarette électronique. Le chef de gouvernement en personne est sorti pour dire que c'était la véritable catastrophe. Oui. Ils ont interdit totalement les puffs, les trucs qui se vendent dans les bars, qu'a très bien présenté Basma, et qui sont en fait de recrutement. Parce qu'on ne regarde pas, nous, le recrutement, on regarde que les effets d'un produit. Et donc il a été clair, il l'a interdit complètement, et il a dit clairement que c'était une grave erreur. Donc nous, en Tunisie, on doit regarder ce qui se passe et dire clairement non à toute forme de tabac, et qu'on n'attend pas les études pour, soi-disant, le prouver. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je profite, puisque j'ai le micro maintenant. Ah, vous avez une question? Je profite, puisque j'ai le micro, pour vous parler. Dr Zahri a parlé d'encourager les applications numériques pour l'arrêt du tabac. Or, je vous parle d'une expérience personnelle. J'ai eu la chance ou la malchance de chapeauter un projet de mobile cessation ou arrêt du tabac par le téléphone mobile, en collaboration avec la télécommunication internationale, l'OMS Genève et le ministère de la Santé. Ce projet, bien qu'il a eu un budget énorme, n'a pas marché. Les fumeurs sont très réticents. Au départ, ils adhèrent. C'était gratuit. Ils adhèrent à l'application, ils commencent. C'est des messages à faire passer aux fumeurs qui désirent d'arrêter de fumer. D'abord, d'augmenter la motivation, puis les accompagner au fur et à mesure pour les orienter soit vers les consultations d'aide au sevrage tabagique, soit vers d'autres alternatives, soit vers les médicaments, etc. Ils commencent par curiosité peut-être, mais ils ne terminent jamais les 6 semaines. On a dépensé un argent fou, mais malheureusement, les résultats n'étaient pas très satisfaisants. Alors, je ne sais pas si je peux répondre, Reina. Voilà, très bien. Alors, moi, je suis pas d'accord. En fait, il faut justement moderniser un tout petit peu notre approche de prise en charge de ces patients, ne serait-ce que pour avoir des données épidémiologiques qui sont pas biaisées. Parce que c'est important aussi d'avoir une idée sur l'importance de ce fléau social et le profil du patient. Alors, je profite pour répondre au docteur Maalej. En fait, on a une idée, il y a eu des études qui ont montré des différences dans le mode de tabagisme en fonction des régions. Donc, on peut avoir des actions qui sont spécifiques et qui sont adaptées en fonction du type de tabagisme, des circonstances et tout ça. Donc, moderniser notre approche dans la prise en charge de ces patients est très importante. Pour avoir de données épidémiologiques, on en manque beaucoup ces dernières années, et 2, pour justement pouvoir suivre facilement ces patients, et je ne sais pas si l'équipe de Monastir est là, ils peuvent justement confirmer, et apparemment, ils ont d'excellents résultats en matière d'aide au sevrage tabagique, puisque justement, ils ont opté pour une approche plutôt numérique. Merci Marie. Alors, au fait, moi, c'est une réflexion et une question à tout le monde. La réflexion, c'est le but de cette réunion, c'est de ressortir avec quelque chose de pragmatique et réaliste. L'État est absent. Et c'est à nous de prendre les choses en main, l'Alliance notamment. Par exemple, donc l'idée, on n'a pas des chiffres exacts. Ça, on a l'impression que ça a été figé depuis 2011. Ça a été figé, on n'a plus rien. Alors l'Alliance met la pression, on devra mettre la pression un peu sur l'industrie pharma pour avoir un financement. On doit avoir une réalité du problème. Différents types de tabagisme, différentes régions, tout. On doit avoir ça pour pouvoir proposer à la tutelle des solutions modernes comme l'a proposé Basmatawa. C'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer. Donc, connaître l'ampleur du problème, la réalité est essentielle. Donc, l'Alliance, je vous appelle à guider ce projet-là pour ensuite, nous, là, à partir de ce qu'on fait là,
proposer une solution à l'État. Sinon, si on va attendre que le ministère agisse, ils vont rien faire. Santé, ministre de l'Intérieur et tout, ministère de l'Intérieur et tout. Donc, il faudrait qu'on les pousse un tout petit peu en venant avec des solutions. Donc, je pense que la balle est dans notre camp pour agir, pour avancer et avoir des trucs concrets. Oui, Madame Basma. Très bien. Alors, je pense que ce qui a été fait en Tunisie n'est pas du tout négligeable. Bon, je garde toujours la casquette de la scientifique avec la signature et l'engagement. Donc, la signature de la charte interministérielle avec Madame la ministre Bouden, où on a impliqué pratiquement tous les ministères, éducation, santé, tourisme et tout ça. Il y a tout un programme qui a commencé, je pense que Hatem vous a parlé un tout petit peu, de ce programme en termes d'éducation, et je pense que ce qui a été fait n'est pas négligeable. Par contre, nous, les scientifiques, il va falloir multiplier nos actions, généraliser les consultations d'aide au sevrage tabagique, et pourquoi pas se rattraper, parce qu'on avait un CEC quand même de sevrage tabagique. Il fallait justement, c'est à nous d'être beaucoup plus virulents que avant de justement de demander à ce que les autres fassent le premier pas, je pense. Tout à fait d'accord avec toi, sauf que sur le papier, on est le meilleur des pays. Règlement, on est meilleur que les Scandinaves. Question application, on est les tout derniers. Donc, il faudrait que ce petit problème-là, on le dépasse. Et l'effort doit être multisectoriel, mais nous aussi, on doit laisser notre empreinte. Madame Alj et Madame Drira. C'était juste pour compléter ce qu'a dit Basma. Moi, je pense que dans notre lutte contre... Maintenant, il n'y a pas que la cigarette, il y a les nouvelles formes de cigarettes qui touchent de plus en plus les jeunes, surtout. Et donc, moi, je pense qu'il faut insister là sur la notion de dépendance induite par ces nouvelles formes. Là, ce que j'ai présenté tout à l'heure, la dépendance, que ce soit physique ou comportementale, psychologique, le mécanisme, ça se voit avec les formes actuellement en vogue du tabac. Donc la nicotine inhalée, que ce soit par la cigarette classique ou par le tabac chauffé ou par la cigarette électronique, elle va donner la même dépendance. Donc nous, on doit insister sur cette notion de dépendance liée à ces nouvelles formes de lutte de tabagisme. Voilà. Il y a un appel à candidature pour les CEC. Justement, pardon. Madame Zahri, il y a un appel à candidature pour les CEC maintenant. Oui. Allez-y. Alors justement, Aina, en tant que scientifique, on tombe dans le piège de l'industrie du tabac quand on parle de nouveau. Il ne faut pas parler de nouveau parce que ça a une connotation positive. Donc c'est plutôt les produits émergents, les nouvelles tendances aussi. Indirectement, on fait de la publicité sans le savoir. Sans le vouloir. Samahni, Madame Drira. Madame là-bas. Ah oui, d'accord. D'accord. Moi, je pose une question par rapport à d'éventuelles actions sur l'initiation à la cigarette, parce que j'ai été choquée par l'âge de 8 ans. Je trouve que c'est dramatique qu'un enfant qui devrait s'occuper de toute autre chose commence à fumer et s'initier au tabac à 8 ans. Est-ce qu'on envisage de faire une action dans ce sens? Quels sont les moyens possibles? Et puis, je profite pour poser une question à Basma. Le tabac chauffé, je pense que c'est une catastrophe parce que les patients viennent nous consulter et ils veulent avoir notre aval pour continuer à fumer ce tabac chauffé. Ils demandent vraiment notre approbation de cette forme de tabac et ça c'est dramatique et il faudrait vraiment qu'il y ait une action dans ce sens par rapport au tabac chauffé. C'est ça. Alors, je vais répondre par rapport déjà aux actions qui ont été mises en place en matière d'éducation. Tawaya, l'interdiction aux enseignants de fumer dans les établissements scolaires déjà. Et je pense que Monsieur le ministre de l'Éducation est engagé dans ce sens. Donc il faut peut-être voir un tout petit peu la charte qui a été signée il y a... 2023, il y a quelques années. Voilà. Fini 2023. Donc on commence à l'appliquer.
Alors, il faut être par contre très virulent en matière d'application de la législation. C'est ce qui manque, je pense. Alors, par rapport, je reviens à la dernière question, au tabac chauffé. La question est très simple. Il suffit de lui poser la question, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train d'inhaler? Il n'y a même pas la composition du tabac sur le paquet, voilà, sur le puff. On ne connaît pas le volume, il ne précise pas le volume. Il n'y a rien qui est inscrit, ni volume, ni ça correspond à quoi. Et puis, autre chose, les dispositifs, ils diffèrent. Il y a des dispositifs qui arrivent jusqu'à 500 degrés. Ils chauffent jusqu'à 500 degrés. Il y en a d'autres à 350 degrés. Et l'effet n'a pas été étudié justement pour des fortes températures qui dépassent les 300 degrés. Voilà. Docteur Boudawara. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'ai deux petites réflexions. Moi, je pense que le sevrage tabagique, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du médecin pneumologue, ni des médecins uniquement, mais c'est l'affaire des médecins de première ligne, c'est l'affaire des aides-soignants, c'est l'affaire de tout le personnel de santé. Moi, je pense qu'il faut impliquer là tout le monde. Deuxième réflexion, c'est que je crois qu'on connaît tous les méfaits de la nicotine. Je pense que la dépendance, c'est une dépendance physique et donc il faut surtout renforcer les thérapies cognitives et comportementales. Je pense que c'est le volet le plus important à renforcer. Et troisièmement, l'effort fourni pour impliquer tout le monde, et d'ailleurs l'année dernière, on a fait des actions à El Jem pour faire des festivals sans tabac, donc ça a donné le tourisme, donc il faut impliquer là tout le monde. Je pense que le sevrage tabagique, ce n'est pas notre affaire uniquement, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Les deux dernières questions, celle du docteur Ben Sayah et celle du docteur Sami Kamoul. En fait, plus qu'une question, c'est une remarque. Donc, on a vu, le docteur Maalej l'a bien présenté, la forte dépendance des fumeurs par rapport au tabac. Maintenant, sur le plan pratique, déjà, il faut appliquer les lois qui existent déjà, parce qu'on a des lois anti-tabac en Tunisie. On se rappelle de la campagne anti-tabac qui a été faite au milieu des années 2000, et on a construit des box pour les non-fumeurs, au lieu de construire des box pour les fumeurs, déjà. Deuxièmement, voir les infirmiers se balader à l'hôpital avec leurs cigarettes à la main, c'est vrai que ça n'encourage pas trop. Deuxièmement, que proposer maintenant aux fumeurs qui désirent de fumer? Parce que finalement, en Tunisie, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour arrêter de fumer. C'est vrai que les nouveaux moyens, qu'on appelle les nouveaux moyens, il faut empêcher l'entrée dans le tabac, mais peuvent eux aussi aider à la sortie du tabac dans un premier temps, parce que finalement, on ne dispose de rien en Tunisie. Même le Champix, là, on l'a plus, on n'a plus de gomme à la nicotine, ni spray, on n'a rien, quoi. Et la dépendance est liée. Donc, que faire dans ces cas-là? Alors, en fait, vous soulevez un problème vraiment majeur, Dr Ben Sayah, concernant l'absence des moyens d'aide de sevrage tabagique. Vous faites partie du secteur libéral et c'est vrai, dans le secteur libéral, il n'y a pas dans les officines des moyens à proposer pour l'aide de sevrage tabagique. Et là, c'est la grande problématique. Le secteur public, le ministère offre des moyens dans le secteur public, mais c'est pas suffisant pour répondre aux besoins de tous les Tunisiens. Et dans le secteur public, mais pas dans le secteur privé. Et là, je pense à chaque fois que je parle avec les responsables des SSB, nous avons avec nous Dr Glenz, elle est là, ou elle est partie? Bon, elle représente le ministère. Voilà, elle est là. C'est elle qui est chargée de programme de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau du ministère. Et je pense que le syndicat des médecins libéraux doit travailler avec les laboratoires pour avoir ces substituts nicotiniques dans le secteur, dans les officines pour le secteur libéral. Il faut travailler ça parce qu'à chaque fois qu'on parle avec le ministère, ils se disent, eux, ils essayent de fournir les moyens pour le secteur public, mais ils ne peuvent pas intervenir pour le secteur privé. Je pense pas. Je sais que Madame Glenza, vous avez un ajout à la question de Dr Ben Sayah. Voilà.
En fait, le docteur Zedini aurait pu vous répondre plus, mais c'est vrai que nous prenons en charge uniquement parce que c'est un traitement que nous délivrons gratuitement donc, au secteur public. Mais je prendrai note de la chose et on essaiera de discuter avec, si vous avez une association, un syndicat des médecins libéraux. On est ouvert à... Mais non, à la DSSB, nous avons des chiffres maintenant. Professeur Camoun, alors on conclut avec vous. Voilà, donc on a nos statistiques et nous avons les résultats. Donc, on peut avoir annuellement, si vous voulez les avoir. Donc, à la DSSP, elles sont disponibles. Hein. Okay. Docteur Camoun, pour la dernière question ou l'intervention. Merci beaucoup. Je pense que là, nous parlons d'un problème très épineux parce que c'est l'une des facettes des maux de la santé. Les maux de la santé, je pense là, en pensant au tabagisme, il faut penser aux addictions, à tous les autres facteurs qui participent à l'émergence de ces maladies chroniques non transmissibles qui représentent la réelle menace pour notre système de la santé dans les années qui viennent, et dès maintenant d'ailleurs. Et donc, cette lutte contre le tabagisme doit s'intégrer dans une approche globale, une approche sociétale, et malheureusement, au niveau de la société, il n'y a pas réellement de décision prise pour lutter contre tous ces maux. À titre d'exemple, il n'y a plus de club santé au niveau des lycées. Beaucoup de moyens manquent. Il y a une insouciance de la part de la population qui adopte un mode de vie occidental très néfaste, type fast-food, divers types d'addictions, etc. Donc on est réellement dans une période, je pense, très difficile où des choix sociétaux doivent être réalisés et appliqués sur le moyen et le long terme, et non pas des actions ponctuelles, type manifestation, type un essai de lutte contre le tabagisme dans une région donnée, pour une période donnée, etc. Et l'absence d'implication et de motivation de la population pose énormément de problèmes pour tout ce qui est lutte contre ces différents maux, addiction, obésité, absence d'activité physique, etc. Et je pense que le problème majeur, c'est que nous avons commencé, mais nous allons payer très cher cette insouciance et cette absence d'engagement de tous dans cette lutte. Merci beaucoup tout le monde. Donc on passe à la pause santé.